à tous. Donc moi je suis là à vous parler d'une étude qui a été menée en 2020 donc chez Accueil Champêtre en collaboration avec l'Université de Liège dans le cadre d'un travail de fin d'études d'un étudiant et le CRAW. L'étude et les résultats qui vont être présentés aujourd'hui, ça a été mené dans le cadre d'un travail en 2020, comme je l'ai déjà dit. Il est disponible en ligne ou auprès de chez nous si vous voulez avoir vraiment tous les détails et le contexte et la méthodologie de l'étude. Alors l'objectif ici pour moi c'est de vous présenter en fait des repères et de faire prendre conscience de tout ce qui intervient dans la commercialisation et la transformation de la viande et plus particulièrement de la viande bovine en circuit court, et donc de vous faire ressortir avec des références, que ce soit en termes d'organisation du travail ou en termes d'économie, pour l'activité en circuit court. Donc concrètement, l'étude elle a été menée sur une dizaine de fermes, donc c'est pas du tout représentatif non plus de ce qui se fait globalement à l'échelle wallonne, mais ça a le mérite au moins de donner des indications dans tout ce qui concerne l'organisation du travail et l'économie. Mais par contre, vous n'allez pas ressortir avec ok, allez-y, cette activité-là, elle est rentable, ça va vous rapporter autant par kilo carcasse commercialisé, lancez-vous dedans. Tellement, en fait, le développement d'une activité est dépendante de différents facteurs, de la manière dont vous allez travailler et de la manière dont l'activité va être menée et des choix qui vont être faits dès le départ de l'activité. Et donc, l'objectif et la question de recherche qui était initialement émise, c'était quels étaient les impacts socio-économiques d'une commercialisation en circuit court de la viande bovine produite à l'échelle des fermes wallonnes, que cette viande-là soit commercialisée sous forme de colis ou de boucherie à la ferme. Et donc, on a analysé deux choses, l'organisation du travail et l'économie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux choses-là sont intimement liées. Parce que nous, ce qu'on constate vraiment dans les accompagnements qu'on fait, c'est que la main-d'œuvre interne à l'exploitation est très peu souvent prise en compte dans les calculs de rentabilité d'une activité. Et donc ici, ce qui a été fait, c'est de justement tenir compte de cette main-d'œuvre pour voir alors si l'activité était rentable ou pas économiquement. Et donc, on a analysé des facteurs liés à tout ce qui était organisation du travail. Donc, ça passe par tout ce qui était temps de travail, mais aussi les difficultés rencontrées, les solutions mises en place, l'organisation générale sur la semaine, les motivations et tout ce qui était lié à l'économie. Et donc là, on a été voir alors plutôt les comptabilités internes des agriculteurs avec le chiffre d'affaires, les différentes charges, calculer la marge bénéficiaire, de voir comment ils percevaient aussi la rentabilité, si la perception de cette rentabilité était finalement rencontrée avec les chiffres comptables. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous fournir des repères chiffrés et aussi en parallèle de vous fournir des liens vers des outils qui peuvent vous aider, vous, dans le lancement d'une activité ou dans l'analyse de votre activité pour analyser et fournir ces chiffres, quoi. Il y a eu 13 fermes qui ont été étudiées, dans lesquelles on s'est rendu pour faire cette étude. En moyenne, la surface agricole des fermes tournait autour des 70 hectares de surface, mais ça pouvait très fort varier. Il y avait 5 exploitations qui étaient en élevage, et donc en moyenne, la surface agricole de ces exploitations est inférieure par rapport aux exploitations qui étaient en polyculture-élevage, où là, la surface agricole était en moyenne plus grande. Au niveau du nombre de vaches allaitantes présentes dans ces exploitations, ça tournait autour de 50, mais de nouveau avec une très grande variabilité. Donc ça va revenir un peu tout au long de la présentation des chiffres. C'est qu'en fait, on fournit, parfois vous allez voir des moyennes sur les 13 exploitations, c'est pas du tout représentatif. Donc on va voir qu'il y a une grande variabilité dans les résultats, mais ça permet au moins de donner un peu des fourchettes. On voit aussi que les races qui reviennent, c'est les blancs-bleus, mais aussi des races plus extensives, ce qui est souvent lié au fait que la ferme est forcément en agriculture biologique ou pas. Et alors qu'il y a aussi des autres ateliers, parfois viande, qui sont liés à l'activité de production primaire et à l'activité en circuit court également. Alors,
Quand on se lance dans une activité de vente en circuit court et transformation et de commercialisation, au début, on doit opérer certains choix qui vont influencer l'ensemble de l'organisation du travail et qui donc forcément vont influencer la rentabilité. Donc pour ça, on a un peu ce schéma global qui permet de voir toutes les possibilités de la commercialisation en circuit court. Donc on a 4 centres d'activité, donc en jaune foncé et plus clair. On a tout ce qui concerne l'abattage et la transformation, avec le moment où l'animal part à l'abattoir. Ensuite, tout ce qui concerne en vert les transports, qui peuvent être soit effectués par une personne qui est associée à l'exploitation, donc de la main-d'œuvre interne, ou par un prestataire de service. Ensuite, en vert plus foncé, on a tout ce qui concerne la commercialisation en elle-même, qui peut se faire soit avec de la viande, de la vente en colis, ou alors au détail, et soit aux consommateurs ou directement à des professionnels. Et alors, on a tout ce qui concerne, finalement, ça englobe le tout, toutes les activités liées à la gestion. Et donc, en fait, ça, c'est les 4 centres d'activité. Quand on a été analysé dans les fermes, à chaque fois, les différentes charges étaient réparties en fonction de ces centres d'activité. Et donc, ce qu'on peut déjà dire sur ce schéma, c'est qu'il y a un peu toute la partie de gauche, où on a la découpe qui se fait en dehors de la ferme, et où la viande revient pré-emballée à la ferme, et par opposition avec la découpe qui se fait directement à la ferme, et où là, alors, la viande peut être vendue, soit pré-emballée ou pas, donc sous forme de colis, ou au comptoir boucherie directement. Alors, une chose aussi importante que certains savent sur d'office, mais c'est que le boucher ne peut découper sa viande. Donc, quand on fait découper la viande directement chez un boucher, que de la viande qui lui appartient. Donc, en fait, ça nécessite que quand la bête part à l'abattoir, ensuite, elle est revendue par l'agriculteur au boucher, qui, lui, alors, la revend à l'agriculteur pré-emballée avant de revenir à la ferme. Et donc, cette activité que le boucher fait de revente en B2B directement à l'agriculteur, elle ne peut se faire qu'à hauteur de 30% de son chiffre d'affaires. Et donc, du coup, ça implique que l'agriculteur, ensuite, qui revend sa viande, ne peut le faire que directement au consommateur et ne peut pas la commercialiser en vente indirecte à des professionnels, quoi, à des magasins, par exemple. Au niveau tout ce qui est règles pour la découpe, c'est que la viande fraîche non emballée, elle est soumise, elle ne peut pas être manipulée par une personne, elle ne peut être manipulée que par une personne qui possède une licence de boucher. Donc quand on découpe dans une boucherie à la ferme, si c'est l'agriculteur qui découpe, il doit avoir la licence de boucher ou alors faire découper par une personne qui possède cette licence. C'est aussi possible en tant qu'agriculteur, donc pour ça, pour avoir la licence, il faut suivre les formations, notamment les formations IFA-PME, pour être autorisé, pour avoir l'accès à la profession. C'est aussi possible d'obtenir l'accès à la profession par expérience. Donc on a déjà rencontré des agriculteurs qui font découper dans leur atelier à la ferme par un boucher qui a la licence, et qui alors ont fait une demande pour obtenir leur licence par expérience, et donc qui après 3 ans auront l'accès à la profession parce qu'ils ont travaillé 3 ans en collaboration avec le boucher qui vient découper chez eux. Aussi au niveau AFSCA, il y a tout ce qui concerne l'autorisation et l'agrément, et donc pour ça moi je vous renverrai vers un schéma très synthétique et bien fait de Diversiferm pour savoir si vous devez être en autorisation ou en agrément pour la découpe. Donc, pour une boucherie à la ferme, une autorisation suffit amplement. Et donc, l'organisme de référence, c'est vraiment le Polygyne de Diversiferm. Il y a Naomi qui est là au milieu si vous avez des questions. Et alors, l'outil aussi qui est disponible chez eux, c'est le Vademecum de Diversiferm, où là, ça reprend aussi l'ensemble, la synthèse des règles d'hygiène pour la découpe et la commercialisation de la viande à la ferme. Ce que je voulais dire, c'est que dans l'étude, on va aller analyser les différents schémas qui ont été utilisés par les agriculteurs. Ce qu'on a constaté aussi, en termes de choix qui étaient effectués, c'est qu'il y avait différents rythmes qui étaient menés dans les fermes qui commercialisaient soit des colis ou directement à la ferme, avec la transfert à la ferme, plutôt en boucherie. Donc il y a un rythme non continu
où là, la vente d'animaux, elle est ponctuelle dans l'année. Elle se fait soit à une fréquence régulière, c'est-à-dire toutes les X semaines, il y a un animal qui part à l'abattoir, ou de manière irrégulière, donc là, il y a un débit de viande beaucoup plus variable dans l'année. Il y a plusieurs bovins qui partent à l'abattoir en même temps, ou alors il y a un seul bovin qui partait à chaque fois à l'abattoir. Et donc ça, c'est vraiment ce rythme non continu, c'est typique des agriculteurs qui faisaient de la viande en colis, de la vente en colis à la ferme. Et alors par opposition, il y a un rythme qu'on a appelé le rythme continu, où là on avait plus une organisation hebdomadaire, avec un débit de viande constant, où les bêtes qui partaient à l'abattoir, alors qu'il restait toujours du stock en magasin. Et donc ça, c'est un rythme qui était plus typique des boucheries, mais c'est pas pour autant, il y a quand même des boucheries qui fonctionnaient aussi avec des rythmes non continus dans l'année. Et donc voilà, on a vu un petit peu, ça c'est un peu les grands choix, le schéma général et les rythmes continus et non continus. À côté de ça, il y a encore toute une liste de points ici qui sont importants d'aller analyser avant de se lancer et de se poser les questions par rapport à ces différents points-là, parce que ça va orienter finalement les différents choix qui sont faits dans les deux schémas qu'on vient de voir. Donc c'est où se situe l'exploitation par rapport à l'abattoir. Est-ce qu'il y a une possibilité de découper à proximité? Est-ce que le potentiel de clientèle est bon? Est-ce qu'il y a de la concurrence aussi à proximité? Au niveau de la production, est-ce qu'il va falloir développer un nouvel élevage avant de se lancer? Est-ce que vous avez des nouvelles compétences à acquérir pour développer cet élevage? Au niveau de la main-d'œuvre et du temps de travail, est-ce qu'il y a déjà de la main-d'œuvre disponible sur l'exploitation? Est-ce qu'il y a besoin d'un accès à la profession? Est-ce qu'il y a un besoin de libérer du temps de travail pour cette nouvelle activité ou d'engager du temps? Est-ce que les personnes liées à la famille sont OK avec le projet? Au niveau des motivations aussi, de savoir d'où vient la motivation pour développer l'activité en circuit court. Est-ce qu'elles sont plus liées à l'économie? Est-ce qu'elles sont plus liées à un besoin social ou environnemental? Au niveau de la situation financière initiale, est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'il y a une capacité d'investissement plus ou moins grande? Une capacité de remboursement également? Est-ce qu'il y a des aides à l'investissement? Quelle rentabilité et quelle rémunération on attend finalement pour cette activité? Et alors au niveau des infrastructures, est-ce qu'il y a déjà des infrastructures disponibles? Donc ça en lien avec les investissements. Et au niveau aussi des obligations légales, il y a toutes les questions à se poser en matière de TVA, fiscalité, BCE. Et donc pour ça, un outil qui est intéressant pour structurer son projet, c'est le business model Canva. Et alors ici, ce sont des liens vers des documents qui reprennent un peu l'ensemble une synthèse des obligations légales liées à ce type d'activité, que ce soit pour les colis ou les boucheries à la ferme. Si on revient un petit peu sur les fermes analysées par rapport à l'atelier en circuit court en lui-même, donc il y avait sur les 13 exploitations 7 qui découpaient la viande ou qui faisaient découper la viande hors de la ferme avec un rythme qu'on a vu non continu. Et alors, par opposition, il y en avait 6 exploitations qui découpaient directement à la ferme, soit uniquement de la viande bovine ou directement avec plusieurs types de ventes pour rentabiliser aussi les investissements faits. Alors, il y en avait un aussi qui commercialisait sa viande via un service de restauration et service traiteur et son magasin à la ferme. Et donc, dans les 6 exploitations finalement qui découpaient à la ferme, il y en avait, principalement c'est un rythme continu, mais donc il y en a 2 qui étaient en rythme non continu avec où les bêtes partaient à l'abattoir, mais de manière irrégulière et pas de manière hebdomadaire comme dans les autres boucheries à la ferme. Alors au niveau du nombre d'animaux moyens vendus par an en circuit court, qui partaient en circuit court, on était à une moyenne de 11 bovins par an. Et alors, les poids carcasses commercialisés au total par les différentes exploitations étaient fort variables puisqu'ils varient en fonction de la race, du type de bovin qui partait à l'abattoir si on était sur des vaches de réforme, des bœufs, des génisses ou des veaux, de l'état d'engraissement. Et aussi, oui, ce que je voulais dire, c'est que la totalité des vaches qui partent, enfin des animaux qui partent à l'abattoir sont commercialisés en circuit court. Et puis d'un autre côté, il y avait seulement une partie
des bêtes qui étaient commercialisées en circuit court et d'autres qui partaient en circuit long. On était plutôt sur un rapport de 25% de bêtes commercialisées en circuit court par rapport à celles qui partent au total. Alors maintenant, on va passer un peu en revue chacune des étapes du grand schéma initial quand on cède l'animal à l'activité en circuit court et qui va jusqu'à la commercialisation aux consommateurs ou à d'autres magasins en circuit court. Au niveau de ce qui concerne la cession de l'animal. Quand on a une activité en circuit court, cette activité elle peut se faire soit sous la même entité juridique que la ferme ou sous une entité juridique distincte. Nous, dans une analyse de rentabilité pour comparer des fermes, on a considéré que l'activité en circuit court achetait l'animal à l'activité de production primaire, donc ça représente finalement une charge. Et donc en fait, en théorie, nous, on avait pris des prix moyens qui sont fournis par le service public de Wallonie qui sont disponibles en ligne. Donc ça peut être des repères pour savoir aussi à quel prix vendre sa bête à l'activité en circuit court. Mais en pratique, ce qui se passe, c'est que quand on a deux entités juridiques distinctes, l'activité de production primaire revend la bête à l'activité en circuit court. Et là, il y a quand même un jeu d'optimisation à avoir avec son comptable pour savoir où c'est mieux d'optimiser soit la charge ou le chiffre d'affaires de l'une ou l'autre activité en fonction de ce qui est défini. Mais en tout cas, les chiffres moyens du SPV peuvent servir de repère pour fixer un prix de base initial. Maintenant, on va passer à tout ce qui concerne les transports pour l'activité en circuit court. Donc, il y a tous les transports qui vont soit de la ferme à l'abattoir, de l'abattoir jusqu'au lieu de découpe, du lieu de découpe ensuite à la ferme. Et puis, encore parfois aussi des agriculteurs qui allaient chercher un dispositif de maintien du froid pour aller chercher les carcasses, etc. Donc, il y a encore ce trajet-là qui peut être considéré dans tous les transports pour ce type d'activité. Donc, en moyenne, pour les trajets de la ferme à l'abattoir, les agriculteurs faisaient une 60aine de kilomètres, mais de nouveau, ça pouvait être très variable en fonction de la situation. Il y a 3 agriculteurs ici sur les 9 chez qui on a analysé ça, qui déléguaient le transport à un prestataire et 5 autres qui faisaient avec de la main-d'œuvre interne. Donc à chaque fois, c'est soit l'exploitant ou des bénévoles. Et donc, ici, le temps moyen pour faire l'aller-retour, charger, décharger, attendre parfois et nettoyer éventuellement la bétaillère, en moyenne, on était sur 2 heures. Par exemple, le premier aussi qui est mis en parenthèse, c'est parce que l'agriculteur, il effectuait 44 km pour ramener ces animaux quelque part. Et alors là, il y avait un prestataire de service qui prenait le relais pour aller jusqu'à l'abattoir. Ensuite, pour tout ce qui est les trajets de l'abattoir jusqu'au lieu de découpe, on est sur une moyenne de 44 km, de nouveau avec une grande variabilité. Et alors là, c'est essentiellement des prestataires qui effectuaient ce type de trajet-là. Et le temps variait. Oui, alors ce que je dois bien préciser, c'est que dans toute l'analyse de la rentabilité, tout ce qui concerne la main-d'œuvre interne, donc que ce soit l'exploitant ou des bénévoles, on a compté le temps de travail qui a été traduit en fait après en valeur économique en fixant une rémunération horaire. Mais tout ce qui concerne les prestataires ici n'est pas compté dans le temps de travail parce que ça intervient dans les charges globales de l'activité. Mais donc ici, quand on parle de temps de travail, c'est vraiment le temps de travail de l'agriculteur ou des bénévoles qui sont liés à l'activité. Et donc, pour les agriculteurs, en moyenne, le temps de travail abattoir lieu de découpe de 1 à 4 heures pour faire l'aller-retour, le chargement des carcasses, dépôt éventuel à un endroit intermédiaire ou stockage directement à la ferme pour la découpe à la boucherie. Alors, en ce qui concerne les trajets du lieu de découpe à la ferme, on est sur une moyenne d'environ 40 km. Ces trajets-là sont essentiellement effectués par de la main-d'œuvre interne, donc les exploitants, les bénévoles, avec un temps moyen qui tourne autour de 1 heure pour charger et décharger les morceaux récupérés. Forcément, du coup, il y a des exploitants qui ont des temps de travail qui sont nuls puisque la découpe se fait directement à la ferme et donc les animaux reviennent après l'abattoir. Et alors ensuite, pour les derniers petits types de trajets,
c'est lorsque l'agriculteur va chercher un dispositif de maintien du foie pour aller rechercher ses carcasses ensuite et qu'il doit aller redéposer ce dispositif de maintien. Et donc là, on est sur une moyenne de 20 km et ça s'est essentiellement effectué par de la main-d'œuvre interne, forcément avec environ 2 heures de travail pour ces trajets-là. Et donc, au total, on est sur un temps de travail moyen par bovin de 3h30 pour les trajets. Alors par exemple, le numéro 4 qui a les temps de trajet les plus faibles par bovin, c'est parce que cet agriculteur-là, il envoie 4 animaux directement à l'abattoir et donc forcément, ça lui permet de réduire son temps de travail puisqu'il les envoie par lot. Alors à retenir finalement au niveau des transports en ce qui concerne les investissements, c'est dans une bétaillère, tout ce qui est aussi dispositif de maintien du froid, peut-être une camionnette frigo ou alors une petite remorque frigo, parce qu'une camionnette frigo c'est peut-être plus un luxe à l'heure actuelle. En termes de charge, en fait, il faut déterminer un prix par kilomètre pour les différents trajets réalisés et pour ça vous avez des outils qui permettent aussi de fixer un prix au kilomètre. Là par exemple dans l'étude, mais donc c'était sur des données de 2020, on a pris un chiffre moyen, on était sur 27 cents au kilomètre pour une voiture sans remorque et pour une voiture avec remorque on considérait 37 cents du kilomètre. Nous maintenant dans nos frais de déplacement on est remboursé, donc c'est des prix qui tiennent compte de tout ce qui est investissement, etc. Au kilomètre, on est remboursé à peu près 40 cents du kilomètre pour une voiture normale, quoi. Donc les prix ont aussi augmenté les dernières années. On peut réfléchir aussi à tout ce qui est location de camionnettes frigo à la journée, mais il faut penser pour ça qu'il y a des trajets supplémentaires qui doivent être faits pour aller chercher cette camionnette frigo ou faire appel à des prestataires de services. Et donc finalement, tout ce qui concerne le coût et l'organisation du travail pour les transports, il faut considérer l'achat du véhicule et donc les amortissements, les frais financiers, les frais d'entretien, les assurances, la location éventuelle de certains véhicules, les prestations externes, donc soit pour aller vers l'abattoir, vers le lieu des coupes ou pour les livraisons, et tout ce qui est consommable direct, donc le carburant. Et ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un poste qui est gourmand en temps et en argent, que les facteurs de rentabilité, c'est la distance ferme-abattoir et c'est aussi la constitution des lots d'animaux pour aller à l'abattoir. Il y a des différences qui se marquaient quand même s'il y avait plusieurs animaux qui partaient plutôt qu'un seul. Et donc du coup, l'enjeu, c'est d'avoir des outils d'abattage de proximité. Il y en a qui préféraient faire des très longues distances parce qu'en fait, ils étaient contents des services qu'ils avaient là. Ils avaient l'habitude de travailler avec les gens. Donc ça, c'est aussi dans les difficultés rencontrées aussi, c'est parfois le fait de travailler avec des prestataires ou les intermédiaires avec lesquels on travaille, ça pose difficulté. Donc parfois, les gens préfèrent faire plus de trajets plutôt que de rester proche de chez eux. Et donc la question à se poser, c'est de savoir si c'est plus intéressant d'effectuer les trajets soi-même ou de faire appel à un prestataire externe avant de se lancer. Au niveau de l'abattage, les difficultés, les enjeux, c'est vraiment peu d'abattoirs accessibles pour les éleveurs pour abattre un nombre faible de bovins. Incertitude aussi dans la sous-traitance, donc les abattoirs qui ferment les uns après les autres, on doit à chaque fois retrouver une solution, aller plus loin, recréer une confiance aussi avec les gens de l'abattoir et l'augmentation des prix de l'abattage les dernières années. Pour tout ce qui est découpe et transformation, donc là on est de nouveau aussi, c'est pour vous présenter des temps totaux pour la transformation pour ce qui concerne la main-d'œuvre interne à la ferme, donc quand c'est un prestataire de service qui intervient, c'est pas compté ici, mais bien dans les charges globales. Quand on a la découpe en dehors de la ferme par un prestataire, le temps de travail doit rentrer dans les charges. Et donc, nous, des prix qu'on nous ramène ici en 2023-2024 pour la découpe par un prestataire de service, on est autour de 40 € de l'heure. Et quand la découpe se fait par un prestataire, la main-d'œuvre de la ferme intervient très souvent quand la découpe se fait hors de la ferme, pour mettre sous vide les pièces individuelles, pour l'étiquetage, pour constituer les colis, etc. Quand la découpe se fait à la ferme, l'exploitant, il intervient 2 journées, en moyenne de 10 heures pour la découpe,
pour les préparations et le conditionnement et 4 heures pour le nettoyage. Et parfois, l'exploitant travaille avec le prestataire de service à la ferme. Et donc là, on est aussi sur 2 journées de travail de 10 heures avec 4 heures de nettoyage. Et donc, on a des temps de travail par bovin qui varient quand la découpe se fait à la ferme entre 18 et 32 heures. Et donc, quand on a 32 heures par bovin, c'est parce que le boucher travaille avec 4 personnes de la ferme et qu'il y a des carcasses plus lourdes dans ce cas-là. Et quand on est sur le temps de travail le plus faible au total, c'est parce que c'est des courtes journées de découpe où le boucher délègue beaucoup aux 3 personnes de la ferme qui viennent l'appuyer. Et donc, si on peut retenir, c'est qu'en moyenne, quand la découpe se fait en dehors de la ferme, pour la main-d'œuvre de la ferme, on est sur 6 à 8 heures par personne, et donc de 18 à 32 heures par bovin. Donc, c'est en gros une journée de travail avec l'aide de 3 personnes. Et à la ferme, 2 jours de travail à 2 avec une demi-journée de nettoyage. Au niveau des investissements, pour tout ce qui est découpe en dehors de la ferme, nous, dans l'étude, on voyait que les investissements étaient de l'ordre de quelques milliers d'euros, principalement pour tout ce qui était dispositif de maintien du froid. Et alors que quand la découpe se fait à la ferme, là, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, selon en fait l'état des infrastructures déjà disponibles. Et dans l'étude, ça varie entre 25 000 et 72 000. Alors, on était déjà sur 2020 et des investissements qui avaient été réalisés antérieurement. Et par exemple, ici, un chiffre d'investissement global pour un atelier de découpe qui a été fait en 2020 à la ferme, donc tout neuf, ça tournait autour de 80 000 euros. Donc, ça, c'était juste avant le Covid. Donc, voilà, ça vous donne déjà un ordre de grandeur. Mais ce qui veut dire que maintenant, en 2024, on serait quand même peut-être aussi déjà un peu plus élevé. Donc, en synthèse, c'est que quand on découpe à la ferme, les investissements sont conséquents. Et pour ça, il faut se poser la question de est-ce qu'il y a une nécessité de commercialiser plusieurs types de viande en plus que la viande bovine quand on a une boucherie à la ferme. Ce qui influence la rentabilité, c'est forcément la situation initiale aussi, s'il y a déjà du matériel disponible sur l'exploitation, si on achète en neuf ou en occasion. Il y a l'accès à la profession aussi en tant que boucherie. Et donc, la question à se poser avant de démarrer, c'est est-ce que c'est pas plus intéressant de sous-traiter la découpe et de commercialiser sous forme de colis d'abord, avant de vendre directement et de découper à la ferme. Ici, un plan général d'un atelier de découpe, comme on doit avancer, mais juste, il y a des outils qui existent pour dessiner des plans en ligne et qui peuvent vous aider à visualiser ça aussi. Et vous pouvez vous faire aider dans la réalisation et dans la validation des plans par Preventagri et Diversiferm. Preventagri, c'est pour tout ce qui est ergonomie au travail aussi. Diversiferm pour tout ce qui concerne aussi l'hygiène. Ils vont travailler ensemble. Et les plans peuvent être validés aussi par l'AFSCA. Alors, ici, en termes de matériel indispensable pour se lancer dans un atelier de découpe à la ferme, on a hachoir, mélangeur, scie à os, sous-videuse, attendrisseur. Peut-être que ça, c'est les principaux investissements à faire. Alors, au niveau commercialisation, maintenant, il y a plusieurs stratégies. Soit la vente se fait en direct ou en indirect avec un intermédiaire commercial. La vente directe, elle se fait majoritairement à la ferme, mais aussi parfois en dehors, donc directement aux consommateurs via des livraisons à domicile ou des marchés. Quand on est dans une découpe en dehors de la ferme, donc principalement une vente sous forme de colis, la vente se fait directement à la ferme avec un point de vente temporaire dans le parking, dans le garage, dans la salle des fêtes du village. Quand la découpe se fait à la ferme, évidemment, il y a souvent le point de vente à la ferme qui est associé, mais aussi on multiplie les canaux de commercialisation via des marchés, des restaurants, des commerces locaux et des coopératives. Ce qu'on voyait aussi au niveau de la commercialisation, c'est qu'il y avait 2 modèles économiques qui apparaissaient. Soit on vendait l'entièreté de la production en circuit court, et donc là on était sur des cheptels au niveau du nombre de vaches allaitantes qui était inférieur et une surface agricole totale au niveau de la ferme aussi inférieure.
avec des races plus extensives, et donc liées aussi au fait qu'on soit en agriculture bio ou pas. Ou soit on vendait une partie de la production en circuit court, et donc là avec des cheptels et une surface plus importante. Et là, l'activité en circuit court, c'est plus un complément de revenus à l'activité primaire. Au niveau des stratégies de vente, il y a les colis vs vente au détail. Au niveau des colis, soit la composition est souvent fixée par l'éleveur, le prix moyen du colis, il est imposé, et il y a des pièces supplémentaires qui peuvent être vendues au poids, soit des pièces nobles ou des surplus. La vente au détail, soit parfois on voyait que les commandes étaient quand même passées préalablement, ou alors la viande est disponible sur place dans le comptoir boucherie, et ça se retrouve évidemment principalement dans les boucheries à la ferme. Alors, au niveau du temps de travail passé pour la commercialisation, pour les 10 exploitations sur les 13 étudiées, c'est la main-d'œuvre interne qui intervient dans la commercialisation, soit des exploitants ou des bénévoles. Au niveau du temps de commercialisation, pour les colis, il fallait compter plus ou moins 10 heures. Par rapport au temps, lorsque la découpe se fait à la ferme, on est plutôt sur 16 ou 24 heures pour la commercialisation, qui dépendait aussi des journées, des temps d'ouverture du magasin à la ferme. Et alors la commercialisation se fait sur un nombre réduit directement après la découpe. Par exemple, l'exploitant qui passait le moins de temps pour sa commercialisation, c'est de nouveau le même en fait qui a envoyé 4 bovins d'un coup à l'abattoir, et donc ça lui permet à chaque fois de diminuer forcément son temps de travail par bovin. Et alors celui qui passait le plus de temps pour la commercialisation, c'est un agriculteur qui venait de se lancer, qui avait 3 canaux de commercialisation différents, qui était donc vraiment en phase de développement et qui était en train de se faire sa clientèle. Ici, ça c'était des prix de vente observés, donc ça c'est en 2020, pour soit de la vente au détail ou en colis et la vente directement à la ferme. Et donc globalement, on était pour les colis autour de 14 € pour un colis moyen de 9 kg, hors TVA toujours. Alors la vente au détail, on était plutôt sur des prix allant de 16 € par kilo à 35 € par kilo. Et alors là, mes collègues de BioIronie, Bruno, tu peux peut-être un peu expliquer. Donc, là, c'est plutôt des prix qui sont un peu mis à jour. Donc au niveau des colis, on était plutôt à, je vois 15, mais c'était plutôt 16 € par kilo. Mais j'ai tout remis hors TVA en fait. Ah ok, oui, ouais. hors TVA. Ouais. Et sinon, ça c'était plutôt des prix en boucherie pour montrer qu'il y avait une grande variation. Que le poids était très variable au niveau des colis, donc à 4,5 à 20 kg. Souvent, il y a 2 types de colis différents, un colis familial ou plutôt un colis fait par le producteur. Soit il y a une présence de porc bio en ajout pour tout ce qui est haché. Et ensuite, il y a quelques éleveurs aussi qui font un colis à la carte. C'est un peu plus rare, mais ça arrive. Et par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques éleveurs à chaque fois qui communiquent sur le type de bête. Il n'y en a pas beaucoup, mais que parfois il y a un intérêt justement de communiquer et une demande du consommateur de dire par exemple quelle bête je vais abattre ce jour-là. Ils sont intéressés par ça. Il y en a qui préfèrent parfois la viande plus maigre du taurillon. C'est intéressant de parler de ça, quoi. Alors, maintenant, au niveau de la gestion globale de l'activité, les principales tâches qui étaient rencontrées et qui prenaient du temps, c'était envoyer et réceptionner les mails, passer les appels téléphoniques et envoyer des SMS pour annoncer la vente d'un animal, encoder, confirmer les commandes, répondre aux questions, gérer le site internet ou la page Facebook en termes de com, tout ce qui est comptabilité, payer les factures. Et en termes de temps moyen, pour les agriculteurs qui faisaient de la découpe en dehors de la ferme, on était sur environ 6 heures de gestion globale de l'activité par bovin avec une très grande variabilité. C'est des actions qui sont difficilement chiffrables, contrairement à d'autres actions qui ont lieu de manière bien précise ou de manière hebdomadaire, parce qu'elles sont séparées dans le temps aussi, donc il y a peut-être une sous-estimation ou parfois une surestimation. Par exemple, celui qui passe le moins de temps pour la gestion, lui, il vendait par colis, il faisait tout par téléphone, il fait un SMS d'annonce, il encode directement les commandes dans son carnet et le paiement fait systématiquement en cash, ce qui ne nécessite pas de devoir revérifier après si tout le monde a payé.
alors que celui qui passait beaucoup plus de temps par bovin pour la gestion, lui avait 3 canaux de commercialisation, et alors il faisait téléphone et mail, et il vendait en plus au détail que des colis définis à l'avance. Au niveau de la gestion de la clientèle, pour tous ceux qui étaient en rythme non continu, donc qui envoyaient ponctuellement des bovins à l'abattoir, on a recensé qu'il fallait un listing client, donc principalement pour la vente en colis, pour prévenir de la vente d'une bête. Et en moyenne, ce listing client, il y avait 300 adresses mail dedans, et ça variait de 150 à 600. Donc 600, c'est celui qui envoyait 4 lots directement à l'abattoir. Lui, il avait un répertoire plus étendu. Et dans les activités plus récentes, ça tournait entre 100 et 200 adresses mail. Et que les moyens de communication utilisés, c'était newsletter, mail, page Facebook, site web, SMS. Et donc, on refait le lien avec un atelier aussi qui est en train d'être dispensé et dont le PowerPoint sera disponible demain pour les bonnes pratiques de communication, notamment via les réseaux sociaux. Ça, c'est un graphique pour vous présenter, en fait, lorsque la découpe se faisait en dehors de la ferme, que le temps de travail global moyen passé par bovin, il est de 30 heures par bovin et forcément avec une grande variabilité observée, et que c'est principalement la commercialisation et la transformation qui représentent la majorité du temps de travail global. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le transport, soit il est délégué à un prestataire, mais qui prend en moyenne 1h30 par 25 km parcourus, donc il faut se poser la question de savoir si on délègue, que la découpe et la transformation, c'est jusqu'à une journée de travail pour 3 personnes, on est dans le boucher, que la commercialisation, c'est une grosse journée de travail pour recevoir les clients, est-ce qu'il y a un intérêt à travailler par lot, et que la gestion, ça tourne autour de 4 heures, mais avec une variation importante selon les pratiques, et d'où la nécessité d'une bonne communication et un système de commande aussi efficace. Pour vous présenter en termes d'organisation du travail, les pointes de travail et les périodes plus creuses, ce qu'on nous ramène aussi souvent, c'est que durant les périodes de grandes vacances, c'est que la clientèle est moins présente. Or, parfois, c'est des périodes où justement, il y a des marchandises plus disponibles et que parfois, le rythme de l'activité pouvait être lié à la production primaire. Donc, s'il y a trop de travail en production primaire, certains ralentissaient l'activité en circuit court si l'ensemble des bêtes n'est pas forcément commercialisé en circuit court. Au niveau des difficultés rencontrées, on en parlait, c'est vraiment le travail avec les prestataires parfois qui peut poser problème. Et donc ça, c'est souvent une incertitude que les gens rencontrent et qui nécessite des adaptations et des changements de prestataires. Charge de travail globalement importante. Est-ce qu'il faut mieux pas faire des investissements aussi pour améliorer cette charge de travail? Parfois aussi, au niveau des difficultés rencontrées, c'est au niveau d'écouler l'ensemble de la carcasse et savoir estimer la quantité de viande commercialisable, et aussi l'exigence du consommateur. Parfois aussi, on rencontre souvent des gens qui démarrent avec une activité de colis, puis les gens veulent plusieurs types de viande et donc ils font évoluer leur activité vers une activité de boucherie à la ferme. Un outil, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pour calculer son temps de travail global et analyser son organisation du travail quand on a une activité qu'on veut l'analyser ou quand on veut se lancer, c'est un semainier, et donc c'est de venir recenser sur les différents jours de la semaine et sur les heures de la journée toutes les activités qu'on fait. Ça permet un peu de se poser et de voir qui intervient dans l'activité, qui fait quoi, etc. Ça peut être un outil intéressant. Ici, moi, je voulais reprendre au niveau des charges pour la rentabilité, tout ce qui rentre en compte finalement et tout ce qu'on a vu au cours de la présentation. Donc, tout ce qui est achat de l'animal, tout ce qui est coûts liés au transport, soit via un prestataire, soit des coûts au kilomètre fixés en fonction du type de véhicule qu'on utilise, et aussi la main-d'œuvre qui doit être prise en compte. Donc nous, ce qu'on considère dans l'accompagnement des projets, dans l'étude, on considérait que la main-d'œuvre interne, l'exploitant se rémunérait à 15 € brut de l'heure, et les bénévoles, on comptait aussi une rémunération de 10 € brut de l'heure, parce qu'on considère parfois qu'il y a des activités qui sont très dépendantes des bénévoles, et donc du coup, qui sans les bénévoles ne pourrait pas fonctionner. Et donc parfois on se retrouve sans un bénévole qui était là tout le temps, et ça pose un très gros problème de fonctionnement de l'activité. C'est pour ça qu'on en tenait compte, en tout cas dans l'uniformisation pour les fermes au niveau global.
Et maintenant, en 2024, ce qu'on considérerait dans les accompagnements, c'est une rémunération au minimum juste pour l'agriculteur de 25 € bruts par heure à tenir compte dans le calcul de rentabilité. Les coûts d'abattage, on en a parlé. Les coûts des prestataires pour la découpe. Tout ce qui concerne les frais de transformation, l'amortissement du matériel, les consommables pour les sachets, les étiquettes, les frais divers de transformation, l'eau, l'électricité. Le coût de la main-d'œuvre pour la commercialisation, ça peut être l'exploitant, mais on rencontre aussi maintenant des flexi-jobs ou des étudiants. Les frais de commercialisation, donc il y a tout ce qui est terminal de paiement, site en ligne, caisse enregistreuse, etc. Donc il faut aussi tenir compte. Et d'autres frais comme les assurances, les réparations, les invendus, le comptable, la téléphonie, Internet. Alors, au niveau de la répartition des charges globales, globalement, on est sur la majorité des charges qui sont constituées par les charges variables liées à l'activité. Et les principales charges, c'est tout ce qui concerne l'achat des bovins, l'abattage et transformation et la main-d'œuvre. Donc ici, c'est vraiment la main-d'œuvre interne à l'exploitation. Alors, ici, c'est un graphique qui a plus un but de vulgarisation et pédagogique plutôt que de présenter un chiffre global. Donc, on a calculé sur les 9 fermes qui faisaient de la vente en colis à la ferme, de nouveau en 2020, donc sur cette exploitation, pardon. Donc, elles ont un rythme continuel de découpe en dehors de la ferme. Il y a en moyenne 12 bovins qui sont commercialisés en circuit court et une moyenne de 3 900 kg carcasses par an. On a calculé en moyenne un chiffre d'affaires qui est d'à peu près 9 € par kilo carcasse, avec un prix de revient, donc c'est l'ensemble de ce que coûte l'activité main-d'œuvre de l'agriculteur et bénévole compris, qui tourne autour de 7,70 €, et donc que la marge bénéficiaire qui est dégagée est autour de 1,2 € par kilo carcasse. Moi, mon but, c'est pas que vous repartiez avec ces chiffres-là, mais c'est plutôt de comprendre que ici, la marge bénéficiaire qui est dégagée, c'est vraiment une marge bénéficiaire réelle où l'agriculteur se rémunère déjà. Donc, ça veut dire que c'est un montant qui peut être alors soit réinvesti dans l'activité ou qui permet de faire face à d'éventuels problèmes qui pourraient se poser. Et il y a une variabilité aussi de nouveau qui était observée dans les différentes fermes. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait des gens qui pensaient avoir une très bonne rentabilité et qui, au final, la rentabilité n'était pas si bonne que ça, parce qu'en fait, souvent, la main-d'œuvre n'est pas prise en compte dans la perception de cette rentabilité. Et aussi, ce qui était important, c'est la mode de fixation du prix de vente. Donc, ce qu'on voit, c'est que le premier critère qui ressortait pour la fixation du prix de vente, c'était les prix du voisin et les prix observés en grande surface, à l'époque et de nouveau sur un échantillon réduit. Et en troisième lieu arrivait le calcul du prix de revient qui était pris en compte pour fixer la rentabilité. Et donc ça, pour nous, c'est intéressant à faire ressortir, de dire, mais en fait, le prix de revient doit aussi vous faire intervenir dans le calcul des prix de vente de la viande en circuit court, quoi. Voilà, ça présentait la variabilité des marges bénéficiaires observées. Les facteurs qui influençaient, c'est la gestion du temps de travail et les prix en relation avec le prix de revient également. Voilà, ça je vous laisserai en prendre connaissance après pour les conclusions et les documents disponibles qui peuvent aider aussi. Bonjour tout le monde, Nicolas, donc fermier à Ciney, je ne sais pas si vous voyez tous où est Ciney. Donc c'est une ferme polyculture élevage. C'était une ferme familiale. Moi, j'ai repris ça il y a 7 ans avec mon épouse. Donc, on était un peu novices quand on a repris tout ça. Et on est passé, donc papa c'était polyculture élevage sur, on va dire, 150 hectares et 140 baies de charolaises en conventionnel. Et moi, j'ai repris seulement un tiers, j'ai un frère et une sœur. Je préférais limiter les risques en termes de reprise. Avec mon épouse, on a eu une approche assez, on va dire, financière de la question. Donc on a vraiment d'abord pris la compta de gestion, vu comment ça fonctionnait chez lui, et on a essayé de se projeter pour voir si sur 50 hectares, il y avait moyen de faire quelque chose. Donc dans le modèle classique, c'était impossible.
On oubliait tout de suite qu'il n'y avait pas moyen de commencer. Donc nous, on est parti... donc la première chose qu'on avait remarqué, c'est que le problème numéro 1, c'était en fait charge de travail et les coûts liés à la gestion d'une exploitation. Donc notre but, c'était en fait réduire au maximum tous ces coûts. Le plus facile, c'était... nous, on est déjà passé en 100% bio. Et pour les vaches, plus de système d'engraissement aux compagnies, on est en autonomie fourragère, foin, luzerne. C'est tout. Donc on est vraiment au plus simple. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a plus de vétérinaire. Donc on ne fait aucun vermifuge, aucun... rien. C'est zéro produit. Et tout ce qui est, on va dire, santé animale, ce sont des bêtes qui fonctionnent assez bien. Les vélages sont très faciles et ainsi de suite. Vous allez me dire, comment est-ce que vous faites pour, en diminuant tout, gagner votre vie? On est parti du principe fabrication de matières premières, transformation, distribution. Donc, chaque fois qu'on utilise, on va un cran plus loin, en fait, on augmente en fait, nos marges. Donc, production, on va dire, ça vaut 2. Si on transforme, ça en vaut 4. Et si on vend nous-mêmes, on est à 8. Donc, pour les bêtes, donc, la ferme, de manière générale, on a diversifié au maximum. Donc, on a des petits fruits. On a 4 hectares de vergers, hautes tiges, prunes, majoritairement pommes poires. On a du maraîchage, du logement à la ferme, des grandes cultures. Voilà. On a vraiment essayé de diversifier au maximum. On fait aussi des formations et ainsi de suite. Donc on essaie vraiment de, quand il y a quelque chose qui ne va pas d'un côté, on a toujours une autre spéculation pour nous aider à rattraper. Pour la viande, comment on a procédé? En fait, moi je suis parti donc, dans l'autre sens. Moi j'ai regardé d'abord combien tout coûtait et à combien je vais vendre ma viande pour pouvoir m'en sortir. Donc nous on était arrivé à une conclusion, c'est que la viande, il fallait arriver à 20 € du kilo pour que tout le modèle fonctionne. Donc amortissement de la nouvelle étable, le temps passé, voilà, tout le frais de fonctionnement général. Même en limitant les coûts au maximum, on arrivait quand même à 20 € le kilo en moyenne. C'est-à-dire avec du charolais, avec vos 300 kg de viande par bête, après 36 mois, comment est-ce qu'on fait? Donner de la valeur ajoutée au produit. Chaque problème est une solution dans notre approche. Ça veut dire par exemple le charolais, la fibre de la viande est super épaisse, donc tout ce qui était steak, rôti, carbonade et compagnie, c'est pratiquement invendable parce que le Belge il veut quelque chose qui soit, si on lui demande est-ce que c'est bon, il va dire c'est tendre. On ne parle pas de goût en général, on parle de tendreté. Donc ici moi je me retrouve avec quelque chose qui est tout sauf tendre. Donc j'ai été trouver un copain restaurateur, on a pris en fait tous les steak, rôti, carbonade, en fait on hache tout et on en refait des burgers. Des burgers, on a 3 variantes différentes, des natures, des au fromage et herbes aromatiques. Et ces burgers, on réassemble tout, un peu de gorge et compagnie. On a fait un beau packaging, hein, surtout mon épouse, hein, sans elle il y a beaucoup de choses aussi qui ne seraient pas faisables. Hein. Je bypass tous les côtés, justement, développement commercial et ainsi de suite, mais voilà. Recherche et développement, on crée ce petit burger qu'on vend en grande surface, donc plutôt grande surface, les magasins bio, locaux et ainsi de suite, à 30 € du kilo, en congelé. Donc on arrive quand même, et ça c'est un tiers d'une bête. Donc on a 300 kg de viande, il y a un tiers qui est transformé en burger à 30 € du kilo. Mais vous les vendez à 20 € à la grande surface? Voilà, à la grande surface on les vend entre 20 et 22, 23 quand on a un peu de chance. Par contre, on a nos débouchés aussi au niveau local, donc on fait aussi des colis. Dans les colis, on a aussi nos burgers qu'on valorise à 30 € le kilo. Donc ce n'est pas les 100 kg qui sont valorisés à 30, mais on va dire déjà une bonne partie. On a par exemple un logement insolite, 90% des gens qui viennent sur place mangent ça. Donc voilà, on a déjà, en termes de vente, on a plusieurs canaux et on peut vendre à des bons prix. Carbonade, par exemple, c'est un autre challenge aussi. Hein, plus personne ne prend le temps de cuire convenablement ces carbonades. Nous, on découpe au CER à Marlois. Il y a d'un côté la boucherie avec les 2 bouchers et d'un côté l'atelier chaud avec nos 2 traiteurs. Et donc ici, on a notre super Laura qui nous a fait des carbonades au cidre du Contrôle. Donc c'est la cidrerie du coin. Et on travaille évidemment le plus possible avec tous les acteurs locaux. Et ça permet aussi de nouveau de pouvoir valoriser la viande à un prix tout à fait compétitif et en plus offrir un peu de diversité de produits aux clients. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans les colis, les gens se lassent vite d'avoir
toujours la même chose. Ici, le fait de pouvoir offrir différents produits déjà transformés, on remarque que ça motive quand même pas mal de gens. Donc je suis dans les produits transformés. On fait aussi des sauces bolo et des chili con carne. On a un dernier produit que je n'ai pas ici, c'est le bouillon. Donc on a remarqué qu'on avait entre 100 et 120 kg de déchets après la découpe, dont beaucoup de cartilage, des os et ainsi de suite. Ce qu'on a fait, on les découpe et on a trouvé un partenariat avec une madame qui fait des bouillons à l'ancienne. Donc de nouveau, voilà, tout ce qui était jeté avant, maintenant on le valorise. Donc en fait, à la poubelle, donc pour Rendac, on n'a que 50 kg de déchets. Donc là, on commence quand même à avoir quelque chose... Donc là, vous le faites faire à façon. Pardon ? Vous le faites faire à façon. On le fait faire à façon, tout à fait, oui. Donc l'avantage aussi, c'est, nous on communique énormément sur le fait que les bêtes ne sont pas engraissées, donc on est 100% à l'herbe. Quand on est en 100% à l'herbe, il y a plein de vertus sur lesquelles, des vertus pour la santé, et on communique énormément là-dessus. Donc typiquement, les bouillons, c'est quelque chose, on les vend comme des petits pains, alors que moi je trouve que c'est un prix d'usurier par rapport à ce... Voilà, c'est beaucoup de travail, hein. C'est des heures, il faut faire ça. Mais ça nous permet d'avoir vraiment une grosse valorisation en plus dans notre produit. Comment est-ce qu'on commercialise ? On a un site internet, tout est vendu, donc les colis sont vendus online, on a un web shop, donc Ferme de Natio, ça c'est mon épouse qui l'a fait, il est super bien fait. Et tout est prévendu, donc quand on découpe, on sait que tout est vendu. La bête, quand elle part, moi je ne vais plus à l'abattoir, c'est trop difficile, voilà, c'est compliqué, donc ça c'est outsourcé. Et après, la carcasse part au CER, et là on la laisse maturer, sécher, reposer, 7 à 10 jours. Idéalement, il faudrait faire plus. Mais on est pris dans les jours de commercialisation et ainsi de suite. Donc dans le Charolais, il faudrait idéalement faire entre 10 et 15. Donc dans la commercialisation, donc c'est le site internet, et alors on vend à des restos, on vend à des magasins, et on vend surtout en direct à la maison, soit pour quand on fait des événements, des formations, et maintenant c'est le logement, mais on va voir plusieurs logements. Donc voilà, donc on arrive à vendre 100% comme ça. La quantité de viande de bêtes qu'on vend par an, on est à entre 6 et 8 bêtes par an, donc c'est une toute petite ferme. Moi je suis à 40 bêtes, donc c'est 12 vélages par an, et on découpe entre 6 et 8 bêtes, qui sont des bœufs, donc des mâles castrés, et on les découpe entre 32 et 40 mois en fonction de... Donc, pour en revenir au niveau chiffres, l'avantage, c'est qu'un bœuf que je vais pouvoir vendre, on va dire 1500, 2000 euros sur le marché, je fais un chiffre d'affaires de 8000 euros. Et grosso modo, j'en ai pour 3000 euros de frais fixes sur une bête. Et vous ne vendez jamais de femelles ? De temps en temps, on fait une femelle. L'année passée, j'ai même fait une vache de réforme, qui en fait a été la meilleure de toutes. Elle avait 10 ans. C'était extraordinaire, c'était vraiment, voilà. Et alors maintenant aussi, je ne prends plus de risques sur les... donc si une bête n'est pas suffisamment bien conformée, je la vends. Donc je n'essaye pas de la découper. J'ai fait une fois l'erreur de débutant, mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Quand une bête n'est pas bien conformée, n'essayez pas de la découper, ça ne marche pas. La viande n'est pas bonne, voilà. Donc ça, il vaut mieux s'en débarrasser. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Marion. On a une petite ferme à Wapray, dans l'entité de Rochefort, qui compte environ 90 hectares. On a environ 80 villages. Jusqu'à présent, on engraissait tout. On est en bio. Moi, j'ai repris la ferme en 1988 et on est passé en bio seulement en 99. Donc, ça fait quand même déjà une bonne vingtaine d'années. Parce que voilà, on voulait un peu sortir de tout ce qui était dépendance aux intrants, voilà, on ne voulait plus travailler comme ça. Et alors on a continué la démarche vers la mi-2015. Mon épouse a suivi la formation de boucher, parce que voilà, on fait déjà des colis depuis quelques années, et on sentait que c'était de plus en plus compliqué d'avoir un atelier de découpe où
on pouvait vraiment rester maître de la qualité de la viande et de la transformation de la viande. Et alors, bon, ben, voilà, en 2018-2019, Diversiferme et Prévente Agri nous ont accompagnés pour l'élaboration des plans, pour les soumettre à l'ASCA, pour avoir un atelier performant, ergonomique, facile d'utilisation. Et alors, bon, voilà, on a été un peu freiné parce qu'en ayant les devis, on était un peu hors budget parce que voilà, on dépassait allègrement les 300 000 € uniquement pour la partie, on va dire, panneaux isolants et autres. Il fallait encore faire le reste. Et puis alors, bon, voilà, on a réussi à trouver un autre frigoriste. On a fait quand même beaucoup de travaux nous-mêmes. Et on va dire, en gros, on s'en sort avec un atelier de découpe qui était fait aux alentours de 300 000 €, ce qui est déjà un très bon chiffre. Ouais. Puis j'ai oublié de préciser, en fait, nous, ce sont des blonds d'Aquitaine, voilà, qui sont en bio depuis plus de 20 ans. Et on avait choisi cette race-là parce que c'est une race qui est fort, allez, je veux dire, fort facile à travailler au niveau bouchère. C'est une race qui est vraiment, on va dire, qui est complète en fait pour la qualité bouchère qu'elle peut apporter, avec une finesse de viande, voilà, extraordinaire. Ben, nous, voilà, on contrairement à monsieur le Hardy, enfin, nous, on a adopté le principe que, ben, voilà, une bête qui était abattue, ben, elle était finie, quoi. Donc forcément, on les soigne. Donc on cultive nos céréales avec des légumineuses et des protéagineux pour obtenir un peu de protéines, essayer d'être le plus autonome possible. On y est pratiquement, mais bon, ça dépend un peu des années au niveau météorologique, on ne l'est pas toujours. Mais au niveau de l'alimentation, il y a toujours une période d'engraissement et de finition pour essayer d'avoir une qualité constante de viande, parce que ben voilà, une bête pour qu'elle se conserve une dizaine de jours dans le frigo, il faut un état d'engraissement qui soit quand même correct, parce qu'alors la viande mature trop vite, mais pas bien. Donc voilà, ça c'est notre choix. Et alors, parallèlement à ça, on a construit un atelier de découpe en 2020. Et en même temps, on a créé un magasin de producteurs, une coopérative où on commercialise uniquement des produits bio à Champ-Famenne. Où là, ben voilà, on a l'ensemble un peu des produits alimentaires de base. On a avec nous un fromagerie, on a un maraîcher et on a un deuxième éleveur de bovins qui lui c'est sur des limousines et avec des poulaillers comme des prés. Donc on a l'ensemble à peu près des produits. Et alors le dernier, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un maraîcher et on a complété notre gamme avec un coin épicerie. Voilà. Donc là, on va dire toutes les semaines, c'est ouvert le jeudi, vendredi, samedi. Et alors, parallèlement à ça, dans notre boucherie, on a un petit magasin boucherie qui est ouvert le vendredi après-midi et le samedi matin. Et alors, on continue toutes les 2 semaines à faire des folies. C'est un peu les moyens de commercialisation qu'on a. Il y a aussi, on ne fait pas que du bœuf, on fait aussi pas mal de porc, où on vend à peu près 30% en viande fraîche et 70% en charcuterie, parce que le porc, rien à faire, on charcute beaucoup. Et ça complète un peu la gamme de pouvoir avoir des salaisons qui sont bio, allez, je veux dire, de qualité artisanale. Puisque tout ce qu'on commercialise est fait à la boucherie en fait. Donc mon épouse est bouchée et on a un boucher à temps plein pour faire tout ce qui est préparation, découpe. On fait un peu aussi de prestations de services pour d'autres éleveurs. Et alors on a aussi par exemple deux magasins de producteurs à Beaurain, à Rochefort, où on livre des charcuteries et de la viande, food truck ou d'autres, une école, voilà. C'est un peu les moyens de commercialisation, mais voilà. Alors en viande de bœuf, nous, contrairement, voilà, on essaye de garder le maximum de morceaux nobles. C'est pour ça qu'on avait déjà choisi cette race-là.
Et on constate qu'il y a quand même une forte demande. La demande est en évolution vers les viandes transformées, tout ce qui est à base de haché. Il y a beaucoup de préparations, on va dire, pour vraiment innover chaque fois dans les préparations pour dire de donner un peu de, comme je le disais tout à l'heure, un peu d'attrait et un peu de renouvellement dans l'alimentation des gens. Et voilà, on essaie de se réinventer un peu chaque jour. Mais il y a des limites. Voilà.